Salut à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre série de vidéos consacrée à l'analyse de l'intersaison des Boston Celtics. Une troisième partie consacrée au bilan, à la conclusion et à la tentative de réponse à cette question. Est-ce que les Boston Celtics 2018 sont plus forts que les Boston Celtics 2017 après tous ces changements et toutes ces nouvelles acquisitions? Ok, alors quel est le bilan de cette intersaison 2017? La conclusion, on n'attend que ça depuis tout à l'heure. Quelle est la conclusion de l'intersaison de ces Celtics 2017? Eh bien, ça a été l'été de tous les paris du côté de Boston. On a fait le pari de la discontinuité. On a fait complètement exploser un groupe qu'on avait mis 3-4 saisons à assembler et à faire évoluer ensemble. On a fait le pari du tout pour l'attaque. On l'a vu, les Celtics, ils avaient des grosses problématiques de rebond, ils avaient des problématiques de défense, et ces problématiques n'ont absolument pas été corrigées par les différentes acquisitions. On a au contraire sacrifié la défense sur l'autel de l'attaque. On a fait le pari du sacrifice de la profondeur, de la richesse de l'effectif au profit du talent. On a 3 All-Stars cette année potentiels, on en avait que 2 la saison passée. On a des Smart, des Tatum, des Jalen Brown, des jeunes joueurs qui ont du potentiel, qui peuvent devenir des joueurs importants dans la ligue. Bref, on fait le pari, on mise sur la multiplicité des talents au détriment de la profondeur, de la richesse de l'effectif. On a fait le pari de la jeunesse, je vous le disais, avec des Tatum, des Brown, des Smart, pourquoi pas aussi des Yabusele, qui vont avoir un rôle à jouer important la saison prochaine. Tatum, Brown et Smart, ils sont dans la rotation, ils auront du temps de jeu, un temps de jeu qui n'est pas anecdotique, et la bonne santé des Boston Celtics passe indubitablement par la bonne santé des performances de ces joueurs-là. Ils ne peuvent pas s'en passer les Celtics, sinon ils sont trop courts. Donc ils ont vraiment fait le pari de la jeunesse. Mais effectivement, quitte à avoir des bons tours de draft, quitte à drafter des jeunes joueurs très hauts, autant leur donner du temps de jeu. Et dans cette logique-là, c'est cohérent. Si c'est pour accumuler des tours de draft, drafter des joueurs, les garder et ne pas les faire jouer, quel est l'intérêt? Donc là, on draft des jeunes joueurs, on croit en eux et on va les faire jouer. Tant mieux pour ces joueurs, tant mieux pour les Celtics, on est dans la cohérence. Mais si on veut des résultats, il faut que ces jeunes joueurs-là y répondent présent. On a une équipe qui est encore affaiblie au rebond. On était déjà l'une des plus mauvaises équipes de la ligue au rebond, et on vient encore de s'affaiblir dans ce compartiment. Et là, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, petite parenthèse, avec le départ de Zizic, rookie des Celtics envoyé aux Cavaliers, Boston manque cruellement encore d'un intérieur dans sa rotation. Donc, je ne serais pas surpris de voir les Celtics essayer de recruter un intérieur au salaire minimum. Pourquoi pas un Boris Dio, qui pourrait être une superbe acquisition, ou pourquoi pas un autre intérieur avec un profil peut-être un petit peu plus intérieur défenseur rebondeur, mais ils ont besoin d'un intérieur en plus, parce que là, la rotation, elle est vraiment trop appauvrie sur les postes 4 et les postes 5. Mais parenthèse refermée, on s'est affaibli au rebond. J'ai fait des calculs. Ça, c'est mes petites recettes perso, c'est mon petit secret d'état. J'ai fait des calculs en recoupant pas mal de stats avancées, en faisant des projections, pondérées au temps de jeu, etc. Et j'arrive à la conclusion que les capacités de rebond des Celtics se sont dégradées en 2018 par rapport à 2017 d'environ 10%. Donc très clairement, on a une équipe de Boston la saison prochaine qui est l'une des 3 plus mauvaises équipes de la ligue au rebond. Ça, malheureusement, on ne pourra pas y couper. Faible au rebond, donc on devra compenser avec de la réussite. Parce qu'on ne sera pas en capacité d'aller arracher en rebond offensif les tirs qu'on a manqués, donc il faudra les mettre. Ça veut donc dire que des joueurs comme Irving, Hayward, Morris, Tatum, Brown, on peut rajouter Smart, qui vont avoir des tickets tirs
pour sanctionner à mi-distance, à 3 points ou sur des drives, eh bien il va falloir qu'ils maximisent leur adresse pour que les Celtics compensent la faiblesse au rebond, la faiblesse en défense, par une surefficacité offensive. Très important, indispensable pour l'avenir de Boston. Alors vous allez me dire, est-ce qu'ils sont meilleurs? C'est ça que je veux savoir. Moi, je suis fan des Celtics. Je me mets à la place du fan. Je suis fan des Celtics. Qu'est-ce que mon équipe va être meilleure? Les Celtics sont-ils meilleurs? Tout ça pour ça. C'est ça la finalité. Eh bien, on va faire des suppositions. Parce qu'on est des basketologues et on explore plusieurs scénarios parce qu'aucun d'entre nous n'a de boule de cristal pour, là, en août 2017, expliquer ce qui va exactement se passer en avril-mai 2018. Donc on va faire des suppositions pour que vous compreniez bien les enjeux. Si en 2017-2018, Hayward et Horford, qui sont déjà de bons vétérans, qui sortent de très bonnes saisons, s'ils sont dans le statu quo, c'est-à-dire qu'ils font en 2018 ce qu'ils ont fait en 2017, c'était déjà des bonnes saisons, hein, donc ils ne sont ni plus mauvais ni plus forts. Et si Irving, Brown, Smart, Morris sont également dans le statu quo. C'est-à-dire que Brown et Smart, en termes d'efficacité, ne progressent pas vraiment, que Morris a l'apport aux Celtics qu'il avait aux Pistons la saison passée, et si Irving a l'apport qu'il avait aux Cavs transposé aux Celtics, ce qui était déjà bien, si on est dans le statu quo partout, et qu'à côté de ça, on a un Jason Tatum qui fait une saison moyenne, c'est-à-dire à l'image d'un Brandon Ingram ou d'un Jaylen Brown la saison passée, avec un PER entre 10 et 12, donc ce qui est un PER relativement moyen, voire médiocre, hein, vraiment pour schématiser, en termes donc d'efficacité sur le terrain, d'impact. Si on réunit toutes ces conditions-là, eh bien, on a une équipe des Celtics qui finira entre 45 et 50% de victoire, donc qui fera moins bien que la saison passée. On aura une équipe des Celtics qui sera plus faible en attaque. Ça, c'est mes petits calculs perso, c'est pas du charlatanisme ce que je vous propose là. C'est une supposition avec des recoupements de stats avancés qui sont basés sur l'hypothèse que je viens de vous présenter. Hein, c'est pas j'ai pioché dans un chapeau, c'est ma petite recette perso, c'est mon petit secret professionnel. On aura donc des Celtics qui seront plus faibles en attaque. Au lieu d'être 8e, ils seront entre la 11e et la 12e place. Et on aura des Celtics qui seront plus faibles en défense. Parce que Jake Crowder est parti, parce que Amir Johnson est parti, ils n'ont pas été compensés par des arrivées de bons défenseurs, donc la défense, elle va se dégrader. Évidence. Et au final, eh bien, on a des Celtics qui sont moins forts en 2018 qu'ils ne l'étaient en 2017. Pour ça que je vous dis, c'est un pari. Parce que si on est dans le statu quo, je ne suis même pas en train de vous dire si les joueurs jouent moins bien. Je suis en train de vous dire si les joueurs jouent pareil. On a des Celtics qui sont moins forts, qui font une moins bonne saison. Et là, tout le monde tombe sur Danny Ainge en disant qu'est-ce que t'as foutu. Regarde ce que tu nous as fait. Si par contre, en 2017-2018, on a un Gordon Hayward et un Al Horford qui sont encore dans le statu quo, parce qu'ils sortent de bonnes saisons, parce qu'ils sont vraisemblablement à l'apogée de leur carrière, donc il n'y a pas de raison qu'ils franchissent encore un palier. Pour ça que je repars de ce postulat, ces deux joueurs sont dans le statu quo. Et si on a un Irving, un Brown, un Smart et un Morris qui augmentent leur efficacité, leur productivité. Je vous ai mis ici le pourcentage au tir réel, mais imaginez que ces joueurs-là, eh bien, ils sont un petit peu plus impactants en 2018 qu'ils ne l'étaient en 2017. Et si à côté de ça, on a un Jason Tatum qui fait une saison correcte, qui amène un 15 de PER, en étant un défenseur moyen, voire médiocre, je suis parti de ce postulat-là, je suis pas parti d'un postulat où Jason Tatum a les stats de Kawhi Leonard, je suis parti d'un postulat où en attaque il est moyen et en défense, eh bien, il colle à sa réputation de pas très très bon défenseur. Donc, si on a ce postulat-là, on a des Celtics la saison prochaine
qui seront entre 50 et 55 victoires, donc qui feront la même saison que 2016-2017, mais qui seront plus forts en attaque. Ils passeront de la 8e à la 5 ou 6e place en termes d'attaque, mais ils continueront à être plus faibles en défense. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, il y a eu des départs de bons défenseurs qui n'ont pas été compensés par des arrivées de superbes défenseurs, et mathématiquement, la défense, elle va se dégrader. C'est pour ça que je vous expliquais que les Celtics, ils ont fait le pari de l'attaque. On va surperformer en attaque, et ça va gommer notre affaiblissement en défense. Mais vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre. Et au final, eh bien, en termes de victoire, on est plus ou moins dans les standards de la saison passée. Donc, pour résumer, on a des Boston Celtics qui sont en fait très dépendants du développement de leurs jeunes joueurs et du développement de Kyrie Irving, qu'on va intégrer également dans la liste des jeunes joueurs, parce que ses meilleures années sont sans doute devant lui. Et ça, c'est une vraie prise de risque. Et c'est pour ça que quand on interroge Danny Ainge en lui demandant « Est-ce que vous serez meilleur la saison prochaine ?», il dit « On verra ». Et il a raison de le dire. Parce que le destin des Celtics est entre les mains de Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum et Marcus Smart. Il n'est pas entre les mains de Gordon Hayward et Al Horford. Je ne m'inquiète pas du tout sur ces joueurs-là. Ils vont performer, ils vont être au rendez-vous. Mais le destin à succès ou non des Celtics, il est entre les mains des jeunes joueurs-là que je vous ai cités. Si Kyrie Irving, dans le dispositif des Celtics, super bien coaché par Brad Stevens, eh bien, il franchit un palier, eh bien, on peut avoir un Kyrie Irving, pourquoi pas, à 28, 29, 30 points par match, qui sera dans la course pour le titre de MVP, comme l'était Isaiah Thomas, parce que Stevens lui aura mis toutes les cartes en main pour devenir un meilleur joueur, un joueur plus efficace. Et au final, eh bien, selon les deux scénarios que je vous ai présentés, on va avoir des Celtics avec un plus 4 ou un plus 5 en net rating, c'est-à-dire en différentiel attaque-défense, ou des Celtics qui seront avec un différentiel entre plus 0,5 et plus 1. Et effectivement, ça change tout, parce que vous êtes soit 4 ou 5e de la NBA, soit 11 ou 12e, et votre destin, votre potentialité d'aller en finale de conférence ou pourquoi pas en finale NBA, eh bien il n'est pas du tout le même. Donc, ces Celtics 2018, eh bien, sont basés sur plein de paris. Et le postulat de Danny Ainge, ça a été de dire, si on reste dans le statu quo, si on n'avait rien fait, on garde Thomas, on garde Bradley, on garde Marcus Smart, etc., eh bien, on ne sera pas meilleur qu'on ne l'est déjà. Donc on va aller dans une impasse. Et on va devoir re-signer tout le monde avec des contrats max, on va déglinguer nos finances, et on n'ira pas gagner le titre, on n'ira pas jouer la finale qu'on espère tant. Donc, plutôt que de ne rien faire, eh bien, on va prendre des risques. Qui ose gagne. Le postulat de Danny Ainge, qui ose gagne. J'ai plein de jetons. Je suis en position de force à ma table de poker. Il y a une main que je sens là, je fais tapis. C'est peut-être un coup de folie, c'est peut-être précipité. Mais si ça passe, les mecs, je remporte le bracelet. Je rafle tous les jetons qu'il y a à la table. Et si ça passe pas, eh bien entendu, j'aurais sabordé mes chances de ramener mon équipe des Celtics vers les sommets, mais on ne pourra pas me reprocher de m'être endormi sur mes lauriers. Ça a été exactement le postulat de Danny Ainge. Il y a quand même beaucoup de prises de risques, et au final, une rémunération qui n'est pas si marquée que ça, parce que dans mon postulat où les jeunes joueurs dont je vous parle franchissent vraiment un palier, les Celtics, ils ne sont pas à 72 victoires, ils sont à 55, c'est-à-dire qu'ils sont sur les standards de la saison passée. Mais l'arrivée de Kyrie Irving offre un luxe énorme à ces Boston Celtics. Le luxe d'avoir du temps. Parce que, je vous le rappelle, Isaiah Thomas, à l'issue de l'exercice 2017-2018, allait être free agent. Il allait être agent libre. Il aurait demandé le contrat max.
il aurait demandé 30 millions de dollars la saison. Il y aurait donc eu, du côté des Celtics, 3 joueurs à 30 millions de dollars. Donc avec Hayward, Horford, Thomas, on avait 90 millions de dollars sur un peu plus de 100 millions de salary cap engloutis. Et on était complètement bloqué sur ce triumvirat-là, sur ce trio-là. Et on n'avait aucune chance de pouvoir le renforcer. Et c'était à qui tout double. Parce que c'était soit ça passe, soit ça casse. Avec Kyrie Irving, on a l'assurance d'avoir ce groupe-là qui a été monté durant cet été pendant au moins 2 saisons. Si Marcus Smart est re-signé, s'il a des prétentions salariales pas trop déconnantes, il sera re-signé, il est réintégré, et les Celtics ont des finances encore tout à fait maîtrisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller signer avec leur mid-level exception 1 ou 2 role-players qui peuvent encore renforcer l'équipe. Ils ont aussi des tours de draft qui arrivent pour renforcer l'équipe. On a donc 2 ans pour voir venir. Et 2017-2018, avec tous les trades que les Celtics ont fait, avec 80% de l'effectif qui a été modifié, 2017-2018 n'est peut-être pas l'année des Celtics. Peut-être que 2017-2018 est une année de transition vers 2018-2019 où Kyrie Irving aura franchi un palier, où Jason Tatum aura franchi un palier, où Jaylen Brown aura franchi un palier, où Marcus Smart aura franchi un palier. Et là, en 2018-2019, peut-être que les Cavs auront disparu des radars de la conférence Est. Et là, c'est notre année. Et là, on essaye de jouer la finale. Et là, on essaye de jouer le titre. Voilà le pari. Mais on a du temps. On n'est pas obligé, comme dans l'hypothèse précédente où Thomas était encore là, on n'est pas obligé d'essayer de tout gagner en 2017-2018 parce qu'au-delà, on n'a plus de visibilité. Là, on peut laisser voir venir. Et en 2019-2020, si ça se passe mal, on a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, on appuie sur reset et on recommence tout. On repart de zéro, tant pis. YOLO. YOLO. Et puis, dans les 2 prochaines années, c'est ce que je vous disais. N'oubliez pas que les Boston Celtics, ils ont encore 5 premiers tours de draft. Potentiellement, le tour de draft des Lakers qui peut être haut placé. Si c'est pas celui des Lakers, ça sera celui des Kings qui peut être encore pas trop mal placé. Il y a un tour des Memphis Grizzlies qui peut être pas mal. Un tour des Clippers. Ça sera pas un top 3. Sauf si c'est celui des Lakers qui tombe la saison prochaine. Mais ça peut être un 16, 17, 18e choix. Et si on se démerde bien, on peut transformer ce choix de draft-là en un role-player, un jeune joueur intéressant. Ou on peut utiliser ces tours de draft-là, ça va plaire à Danny Ainge, on peut utiliser ces tours de draft-là pour faire encore souffler un vent de folie sur la NBA. Et si jamais ça se passait mal pour les Celtics, et si en face on avait une équipe qui voulait vendre sa superstar, et pourquoi pas les Pelicans avec Anthony Davis? Pourquoi pas les Pelicans avec DeMarcus Cousins? Eh bien, on pourrait faire souffler un vent de folie et glisser, pourquoi pas, un Al Horford avec des tours de draft, et on récupère une superstar d'un calibre encore supérieur, dans l'espoir d'encore renforcer l'équipe pour l'avenir. Donc, on a encore des possibilités d'amélioration. C'est là où je veux en venir. Donc, est-ce que les Celtics sont plus forts en 2017-2018 qu'ils ne l'ont été la saison passée? Vraisemblablement pas. Est-ce qu'ils sont mieux armés pour affronter la NBA d'ici 2019, d'ici 2020? Incontestablement. Donc on a été peut-être du côté de Danny Ainge dans une démarche plus à moyen terme qu'à très court terme. Merci d'être plus que jamais nombreux, fidèles à mes côtés. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'analyse. Bon été, bon match à tous.